Bien. Alors, je reprends le sujet du chapitre Mem Gimel. C'est la Gemara d'Afiud Aleph, Apoud Bet dans Maseret Sota. Que c'est par le mérite des femmes tzidkaniotes que nos aïeux sont sortis d'Égypte. Bon, alors il a développé longuement le fait qu'elles étaient mishtokekot les Baléem, qu'elles désiraient ardemment leur mari. Bon, ça on a développé très longuement. Ensuite, elle mettait au monde sous le pommier. Ça, il a développé que la dimension de la bonne odeur, c'est la dimension de Midat Hadin. On pourrait dire que ces naissances, la volonté de Dieu était positive de manière juste par rapport à cette naissance. On peut dire aussi que quelque part, elles avaient réparé le chet de Adam et Chava. Et ensuite, quand les Égyptiens se rendaient compte que ces enfants étaient nés, ils venaient pour les tuer et il y avait un miracle, bonsoir, il y avait un miracle qui se faisait et les enfants étaient absorbés dans le sol et les Égyptiens venaient labourer sur leur dos. Et tu cherches la page, monsieur, je sens. Oui, on est à la page Kouf Samer Dalet. Dans cette édition. Et donc, il y a eu ils étaient absorbés dans la terre et ils labouraient sur la terre. Et quand les Égyptiens étaient partis, ils étaient mebatz besim, ils jaillissaient de la terre. Voilà, Esev Asadeh, comme l'herbe des champs. Alors, la semaine dernière, on a vu ce point qu'ils étaient enfoncés dans la terre et ensuite, ils jaillissaient comme l'herbe de la terre. Alors, le Maharal disait que tout ce qui revient à son élément premier tire une force qui lui est supérieure. Alors, bon, ça, cette phrase, comme toujours, on reste pantois, mais après échange, il me semble que, disons, j'ai un petit peu médité là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un peu médité là-dessus et il me semble que c'est très, très précis. Ça veut dire qu'on a déjà vu ça dans Netiv Anava, que l'homme, naturellement, l'homme, il a une certaine gava, il a un certain orgueil, un quant à soi, qui le limite. Or, l'homme est créé à partir de la terre. En réalité, l'élément structurel de l'homme, c'est qu'il est fait de la terre. Et quand l'homme, finalement, s'enorgueillit, c'est ce que la Gemara dit aussi au début de Maseret Sota, celui qui s'enorgueillit, il bénéficiera pas de la résurrection des morts. C'est-à-dire que la terre, il y a quelque chose de très simple, c'est un élément simple et un élément fertile. Or, l'homme, il a une tendance à se compliquer les choses et à devenir orgueilleux, et il devient plus fertile, il se limite. Et Akadosh Baruch Hu, en vérité, par les épreuves de l'exil, il casse l'homme, il casse les enfants d'Israël pour qu'ils deviennent terrestres, on pourrait dire. Que
je vais dire ça rapidement. Oui, voilà, prenons toute ressemblance avec des personnes existantes absolument fortuites. Voilà, on vient chacun de nos pays d'immigration, on vient ici en France, on a le rêve français, on va faire des grandes études, on va devenir, comme disait ma grand-mère, à quelqu'un. Ouais, on va venir à quelqu'un, on va venir un docteur, on va devenir un professeur, on va devenir un rabbineur, on va devenir un ingénieur, devenir un consultant. Voilà. Ouais. Ben, ça existe aujourd'hui. D'accord. Mais Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est nous casser tous ces conneries et que les épreuves de l'exil, en vérité, sont là pour nous atomiser de ces délires orgueilleux et pour qu'on devienne créatif et vivant et fertile. Et voilà. Voilà. C'est-à-dire que le retour à la terre, c'est un retour à la fertilité aussi. Oui, c'est. Et le mot nouveau de ce soir. Non, la terre, c'est-à-dire que. Non, mais la nava, c'est encore un concept. C'est du bidon. C'est que nous, je sais pas moi, je vous ai raconté une petite histoire la semaine dernière. Comment dire, une petite histoire, mais qui m'a permis de comprendre. Je la répète parce que ça m'a permis de comprendre l'histoire comment dire, du grand-père de ma femme. Et ça m'a permis vraiment de comprendre. Chaque fois qu'il reconstruisait. Et ça... Voilà. Mais ça, c'est positif. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Oui, c'est positif si on ne sombre pas, quoi. Non, mais c'est ça. Non, mais voilà, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais oui, c'est le désir des mères qui nous a portés. Mais si on n'a pas ça, voilà, si on n'a pas ça, on sombre. Voilà, s'il n'y a pas le désir des mères, on sombre. Oui, mais regarde, ce qu'il faut comprendre, c'est ça ce que nos maîtres disent, qu'il y a eu un est ils sont devenus comme de la terre. Et ça, c'est si tu veux, ces épreuves, elles nous tamisent, tu vois. Alors, effectivement, qu'est-ce qui a donné? C'est ça, l'innovation dans ce texte du traité Sota. Qu'est-ce qui a donné la possibilité, pas seulement de rebondir, mais de rebondir de plus belle? C'est justement ce désir, cette énergie vitale, brute, qui quelque part transcende cet émiettement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, mais il me semble que c'est éloquent. Voilà. Il me semble que quand la Gemara elle dit qu'il y a eu en vérité, les épreuves de l'exil, excusez-moi l'expression, c'est un miracle pour donner toujours la fertilité au peuple d'Israël. Sinon, le peuple d'Israël, il devient un peuple de bourgeois et de rien du tout, quoi. Les années passées, Paul Midrash, Micham, ouais, c'est le Kim derrière, c'est l'Ishtou. Et alors, non, il les a fait passer par le. Il les a fait revenir, ouais. Pas passer par le Philistin. Ah, voilà, Kédé Yagam. Oui, tu as raison. Voilà, des rares, Kédé pour les épuiser. Voilà, absolument. Pour leur donner une dimension élokite, il fallait les épuiser. Ok, donc ça, c'est un thème récurrent. On continue. Donc ça, c'est une révision. Un texte pour monsieur. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous suivez tous les deux. Voilà, c'est bon. J'avais fait des photocopies la semaine dernière, mais je les ai oubliées. J'étais dans une autre sphère. On y va. Votre Siba, les Goulat Israël.
Votre Siban est encore une autre cause à la délivrance d'Israël. Amrou et Shirachirim Rabba. Ils ont dit dans le Midrash Shirachirim Rabba, au sujet du verset Gan Naoul, un jardin clos. Voilà. Alors là, il va citer ce Midrash célébrissime. Voilà. Ravuna Beshem Bar Kapara Omer. Ravuna dit au nom de Bar Kapara. Bizrut Arba Dvarim Nigalou Israël Mim Israël. Par le mérite de 4 choses, Israël a été délivré d'Égypte. Bizrut Shelo Shinu et Shemam. Par le mérite qu'ils n'ont pas changé le nom. Réhouven ve Shimon. Réhouven ve Shimon. Narte Réhouven ve Shimon. Réhouven ve Shimon Narte. Réhouven ve Shimon Salke. Ils sont descendus. Réhouven et Shimon, Narte sont descendus en Égypte. Réhouven et Shimon Salke. Ils sont sortis d'Égypte. Réhouven et Shimon. Velo Adu Korim les Réhouven. Rofinus, les Shimon le Koré Loliani. Ouais, ça, il ne l'appelait pas Gary et Warren. Ouais. Alors, ok. C'est mignon. Ça revient à la mode. Non, mais sûrement, c'est les noms romains de l'époque. Ils faisaient tendance. Ok. Voilà. Vélo, Chinu et Goshonam. Ils n'ont pas changé leur langage. L'alan Ketiv, plus haut, c'est écrit Vayavo à Palit, Vayagel à Avram à Ivry. Voilà. Il est venu, le rescapé, il a dit à Avram l'hébreu, Vekan Ketiv, et ici s'écrit Eloé à Ivriim, le Dieu des Hébreux. Donc ça veut dire, il parlait hébreu, Veketiv, qui pia me daber alerem, berachon que velo amrou la shonara, shenemar daberna beozne ha'am, veshalu ish betreu, ata motse shadavar hazeh aya mufkad, beyadam yudbet rodev, velo nimsa sheshin echad al chavero. Oui, c'est-à-dire que quand il y a eu Makat Rocher, entre Makat Rocher et la sortie d'Égypte, il dit qu'il y a eu 12 mois et personne n'a dénoncé son frère en disant oui, il a chez lui caché ce qu'il a pris chez l'Égyptien. Donc ça, c'est la troisième chose. Ils n'ont pas dit de la Shonara. Voilà. Vélo nimsa echad mehem parutz ba'erva. Et il n'y en a pas un qui était dévergondé. Chez Neymar, Vayetse ben Isha israélite, Ve'u ish mitzri, Lodia shivram shelo nimsa bahem rakzot. Et sorti le fils de la femme hébreu, et le fils, voilà, et que son père c'était un Égyptien. Il n'y en a qu'une seule, et en vérité, elle a été abusée par l'Égyptien. Hein. Elle n'était pas consentante, elle était abusée. Et il y en a une seule. Encore, on voit qu'il y avait une seule. Parce que donc si on le désigne comme ça, il n'y en a qu'un seul qui avait un père égyptien. Donc, ouais, bah, dis-moi, on est mal barrés hein, entre nos soit-dit. Alors, quoi? Bah, nous, à notre époque, que pour qu'il y ait la Géoula, c'est un peu mal barré, quoi. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a 4 choses que il parlait hébreu, puisqu'on dit le Dieu des Hébreux. Donc, on voit bien que les Égyptiens disent ah, c'est des gens qui parlent hébreu. Ils parlaient hébreu. Comment? Bah, les Hébreux. Voilà. Il parlait hébreu. C'est au bout de 210 ans d'exil, il parlait toujours hébreu. C'est pas évident. Hein? On voit que l'exil de Babel, en moins de temps que ça, il est complètement. Voilà. Et donc, en reprenons,
ils gardaient leur nom, leur nom juif. Ils gardaient leur nom juif. Deuxièmement, ils parlaient hébreu. Troisièmement, ils ne cafetaient pas leurs frères au goyim. Et quatrièmement, ils ne se dévergondaient pas avec les goyim. Ils gardaient leur Dieu aussi. Non, mais là, il n'a pas dit. Il parle du Dieu des Hébreux. Ouais, non. Parce que Moïse a dit, le Dieu des Hébreux s'est révélé à moi. Ah, d'accord, oui. Voilà. Et le Dieu des Hébreux s'est révélé à moi. Donc, hébreu, ça veut dire, comment dire, le Pharaon savait que hébreu, il parlait hébreu. Voilà. C'est étonnant le Lachonara, parce que c'est pas. Moi, j'aurais plutôt dit, il n'y avait pas de délateur. Il n'y a pas de délateur. Bah oui. Lachonara, moi, je considère que c'est la conversation à la choule, là. Lui, non, c'est quelque chose de négatif par rapport à son frère. OK. Alors, Pirouche, comment dire, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'il dit, puisque c'est incroyable, enfin, ces choses-là. Il y a d'autres midrashim qui ils ont gardé leurs habits, n'est-ce pas? Hein? Et c'est pas cité, là. Alors, Pirouche Amarazé, explication de cet enseignement. Qui Geoula chez Mitzrayim Aya Bishvil chez Loayu Mitardim im Mitzrayim. Oui, ça c'est un gros, vaste sujet. Hein. J'aimerais sauter ce sujet. Quel sujet? Le sujet, là. Mais oui, quelle traduction? C'est quelle phrase, vous voulez dire quoi? Là, c'est pas la phrase, c'est tout le sujet. Tout le sujet en entier. Ah oui. Ça va me choquer. Non, c'est pas que c'est choqué, c'est trop dur. On est là pour ça. Comment? On est là pour ça. Pour se retourner la tête. Pour se casser la tête sur un paragraphe. Non, mais ça me fait mal. Ça veut dire qu'ils étaient aptes à la délivrance parce qu'ils ne s'assimilaient pas. Attends, on dit qu'on était au 49e degré. Ouais. Les choses sont complexes. En 210. Alors, explication qui Goulad chez le Mitzraïm, Aya Bishvil, ils ne s'unissaient pas avec les Égyptiens. Qui Mayumi Tardim Mitzraïm, et s'ils s'unissaient avec les Égyptiens, Aya les Israël, Itrabrut ima Mitzrim, il y aurait eu une union avec les Égyptiens, ils n'auraient pas pu sortir puisqu'ils étaient un avec les Égyptiens. Sharei Yeshlaim Itrabrut et Mitzraïm, étant donné qu'ils auraient eu un lien avec l'Égypte, comment voudrais-tu qu'ils sortent? Le Fikar, Ilou Shinu Shemam Beshem Mitzrim, s'ils avaient échangé leur nom avec des noms égyptiens, ou Ayum Dabrim Belashon Mitzraïm, ou s'ils avaient parlé avec la langue égyptienne, Aya l'Israël Chibur Imahem, les Juifs auraient eu un lien avec eux. Entre parenthèses, en Europe de l'Est, disons presque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y avait des shtetler où ils ne parlaient pas polonais. Ils ne parlaient pas polonais. Ils parlaient yiddish, ils ne savaient pas parler polonais. Hein. Il y en a qui savaient parler polonais, mais il y en a plein qui ne savaient pas parler polonais. Comme d'ailleurs aux États-Unis, il y a des petits milieux, ils ne parlent pas anglais. Il y a certains milieux, ils ne parlent pas anglais. C'est un milieu où on parle pas anglais. En France, en Armentières, quoi. Ouais, tu as 3 personnes. On a des asiles psychiatriques aussi. Ça s'ajoute à ce que vous disiez au début, quand vous disiez que la diaspora et le fait d'être d'exil permet au peuple juif de rester, de garder sa singularité. Donc l'exil, c'est pas seulement l'exil, c'est l'exil plus l'absence d'assimilation. C'est autre chose. Je n'ai pas compris. Ce qu'on a dit tout à l'heure, non, c'est les épreuves de l'exil qui permettent au clan Israël d'être productif. Enfin, ouais. Si je peux me permettre, c'est ce que j'ai compris. Productif, ça veut dire non, de rester Adam, de rester un être humain. Tu vois, je ne sais pas moi,
Et un bourgeois n'est plus un être humain. Excusez-moi, je pose la question en cash. Hein. Un bourgeois installé dans sa tête, il a plus cette dimension de. Disons, c'est pas une question de bourgeois, c'est une question. Installé. C'est une question que si tu veux, nous, on est le Ham Israël, c'est un peuple qui a une vocation, c'est d'être, on pourrait dire, comme Adam, qui est Betselem Elohim. On a une vocation qui est très, très particulière. Un peuple qui a une vocation très particulière. Maintenant, on peut oublier cette vocation, la perdre, ne pas s'y intéresser, etc. Et je ne sais pas, si tu veux, il y a un Adam qui vient d'Adama. Adam, quand il y a eu la faute, il est devenu mortel. Parce que il a accédé à une certaine prétention de lui-même. Alors, la mort, ça te casse. La mort, ça te dit, OK, mon copain, il faut que tu saches qu'à un moment, tu vas tirer ta révérence. Tu vas tirer ta révérence. Mais Adam, s'il était Adam, quand les Israéliens ont reçu la Torah au Sinaï, il n'y avait aucune raison qu'il meure. Puisque la mort, elle est là, qu'on dit qu'il y tira kol berer, tishava kol lachon, que comment dire, qu'il y tira kol berer, tout genou va se plier devant moi. Et les Chachamim disent, c'est quoi? C'est le jour de la mort. Même Macron, même Poutine, ouais, et ben à un moment, ils vont tirer leur. Même, regarde, par exemple, Johnny Hallyday, il est bien mort. Bon, il y en a qui disent qu'il n'est pas mort, c'est comme le rabbi, mais même ceux qui sont insubmersibles, ça n'existe pas. Donc, c'est à un moment, ça te casse. Parce qu'on dit que tu étais pris de la terre, tu retournes à la terre, hein, c'est ce qu'on dit. Mais à la limite, les Bnei Israël qui ont reçu la Torah au Sinaï, ils ne devaient pas mourir comme Adam. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de prétention. Ils reçoivent la Torah. Ils ne se présentent pas à être un air doctor ou un professeur ou un académicien avec sa truc, son épée d'académicien. Voilà, c'est alors, Akadosh Baruch Hu, il nous rend Adam, voilà, par ces épreuves, il y a fla, c'est nous rend Adam. Bon, ça, c'est ce qu'on est, ok? Bien. Et comment? Et il faisait plus la Mila et tout ça. Ils n'avaient pas une ultra-brute. Ouais, bien au contraire, puisqu'ils étaient aux 49 portes de l'idolâtrie. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est cette histoire. On va voir, hein, peut-être il va. Oui. Un des buts de la Galoute, c'était justement de récupérer, pas de se faire influencer par les mots, mais de récupérer ce qu'il y avait à apprendre des autres nations. Non. Pour agrandir la Torah. Oui, c'est vrai, on a vu ça. C'est vrai. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Bon, ce texte, il est célèbre, on va voir qu'est-ce qui va en sortir. On y va. Alors, le Fika, Ilou Shinu Shemam, s'ils avaient changé leur nom dans des noms égyptiens, ou bien ils auraient parlé en égyptien. Aya, l'Israël, Israël aurait eu un lien avec eux. Pourquoi? Parce que quand on dit Romam Tanu Mikol Aloshonos, tu nous as élevés de toutes les langues. Parce que la langue, elle véhicule tout un univers, tout un univers mental. Donc,
s'ils avaient parlé égyptien, quelque part, il y aurait une adéquation avec l'Égypte, une assimilation avec l'Égypte. Voilà. Vechen, shelo dibu lashon hara, shelo hayu prutzim arayot. Vechen, qui, imayu chas v'shalom megalim sod shelaim le Mitzrayim. Ça, il l'a déjà vu plus, on l'a déjà vu. Achen noda davar. Comme Moshe Rabbeinu a dit, maintenant, je sais pourquoi on est en exil, parce que il y avait Dathan qui était prêt à le cafeter aux Égyptiens. Il dit quelqu'un, c'est un traître. Là, alors, je comprends pourquoi on est en Égypte. Donc, c'est un peu contradictoire. Il dit, maintenant, j'ai compris pourquoi on est en Égypte, parce qu'il y a des traîtres. Et maintenant, il dit qu'il n'y a pas de traîtres. Donc, on est un peu dans une contradiction. S'il y en avait qui disaient nos secrets aux Égyptiens, donc ça veut dire on s'unirait aux Égyptiens, parce qu'il dirait, moi je connais un secret, il y a un autre juif, il a chippé pendant ma 4 chère telle chose, donc les choses cachées des juifs, il le dit au goy. Donc là, c'est vraiment c'est vraiment s'unir à eux. Les choses secrètes, on les dévoile, donc on s'unit complètement. Parce que si tu gardes un secret, tu as une autonomie. Mais si les choses secrètes, tu les dévoiles, tu n'as plus d'autonomie. Par exemple, il y a des choses que vous ne dites pas aux autres. Il y a des choses où tu dis tout, toi. Ah. Hein? Mais justement, de garder quelque chose, de ne pas le dire, tu gardes ta personnalité. Si tu dis tout, tu n'existes plus. Tu es complètement, comment dire, tu es fluide. C'est transparent, voilà, c'est ça. Comment? On utilise pour dire ça, on dit qu'on est transparent. Ah oui, voilà, c'est ça. Moi, tu sais, moi je suis transparent. Ouais, c'est ça, tu as raison. Il disait que Sarkozy n'avait pas de surmoi, qui disait prendre trop, enfin, je sais pas si ça. Bon, parce que ça avance. Ouais. Le Bismuth ou Sarkozy? Quel Bismuth? C'est Sarkozy, le Bismuth. C'était fait passer une histoire de téléphone et de structure. Là, il est passé pour un certain. Bismuth? Et c'était fait passer pour quelqu'un qui s'appelait Bismuth? Il avait pris un faux nom. Bismuth? Non. C'était là la parisane qui de Sarkozy récemment. Ok, là, on s'éloigne. Merci. Ok. Gabriel Menouali, tu connais Paul Bismuth? Non, mais à Strasbourg, Nicolas Sarkozy, non? Quoi? Nicolas Sarkozy? Ah, voilà. Non, mais à Strasbourg, ils sont en Bon, on continue. Ok, donc, effectivement, si quelqu'un il dit ses secrets, donc il n'a plus d'existence. Et ils n'auraient pas sorti d'Égypte. Kivan, Sheyesh Ardout, Vechimoshe, Mikol Sheken, Imayu Prutzim Barayot. Si c'était dévergondé dans les relations sexuelles, l'Itarev et Mitzrim, c'est-à-dire qu'il serait allé avec des Égyptiens ou des Égyptiennes, chez Zéou Yoter Kirou ve Yoter Itardout, Imaem Lisdaveg Imaem, c'est de s'unir avec, ça c'est encore un plus gros mélange. Et Kacher Tidbonen Vetamik Od, si tu médites et tu approfondis encore, Teda, sache. Que ces 4 choses spécifiquement, c'est légitime que par leur biais, Yetsu, la Khérout, ils sortent à la liberté. Ces 4 choses, mais Elu Arba Dvarim Amdu Benyan Arishon Shaya Lahem Volo Aya Lahem Shinui. En vérité, et ce qui veut dire, j'ai l'impression, ces 4 choses définissent l'identité initiale. Ils sont descendus en Égypte en tant qu'Hébreux,
et ils sont sortis en tant qu'Hébreux. On a vu il y a environ 1 an que quand Moshe Rabbeinu leur a dit qu'il faut faire le Korban Pessah, ils étaient zélés pour faire le Korban Pessah, au péril de leur vie, puisqu'il fallait égorger le dieu des Égyptiens. C'est comme si tu vas en Inde et tu prends une vache, tu égorges devant tout le monde la vache. Donc il faut du cran. Et ça, ils étaient zélés. Par contre, pour faire la circoncision qui était nécessaire avant de manger le Korban Pessah, ils étaient réfractaires. On a développé ça il y a environ 1 an, ensemble, quand on a étudié avec Gvorot Hashem, que le Korban Pessah, c'est la dimension nationale, et la circoncision, c'est la dimension, on pourrait dire, spirituelle du service de Dieu, d'être attaché à Dieu. Ils étaient prêts à avoir une dimension nationale. Le service de Dieu, c'est encore autre chose. Et j'ai rédigé ça sur un texte après, ce texte, et j'avais rapporté le Dvar Avram, Rabbi Avram Duber Kada Shapira, le dernier Rav de Kovno, le grand Dvar Avram, il explique justement que c'est là-bas que j'ai vu vraiment bien exprimer ces dimensions, qu'il y a des juifs qui ont une dimension nationale, tu vois. On voit ça chez les sionistes, tu vois. Les dimensions nationales, maintenant tu leur dis faire Shabbat, c'est pas leur problème. Alors, c'est aucun rapport, ça n'a rien à voir avec le sionisme. Bien qu'en vérité, la dimension nationale, elle vient de notre attachement à Dieu. Mais ils ne connectent pas. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui est prégnant dans le peuple juif. C'est pas conjoncturel, voilà. Il y a quelque chose que fondamentalement, on est un peu... Tu vois, c'est ce qu'on voit. Nous, on voit ça de manière récurrente. Dathan et Aviram, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont toujours réfractaires à Moshe Rabbeinu. Mais ce n'est pas des têtes à claques, c'est des nationalistes. Ce n'est pas des têtes à claques. C'est pour ça qu'ils sont sortis d'Égypte. Ils défendent le peuple juif. D'ailleurs, c'était des chotrim. C'était eux, ils se faisaient taper dessus pour protéger les enfants d'Israël. C'est eux qui ont respecté. Toi, Moïse, depuis que tu es allé voir Pharaon, nos frères souffrent encore plus. Dégage! D'ailleurs, on voit encore, on a beaucoup étudié, quand on a étudié le livre de Shmuel, il y a David et il y a Yoav, le chef d'armée. Yoav, chef. Et tout le temps, il y a des tensions entre David et Yoav. David, c'est le roi, il sert Dieu, il fait Télim, machin bidule. Yoav, c'est le général qui sauve. C'est Ariel Sharon, tu vois. C'est Moshe Dayan, il n'a rien à foutre de ces religions à la con. Non, mais c'est pas ça, ils n'en ont rien à foutre, ils sont contre. Il dit, nous, on sauve le peuple juif. Il dit, non, nous, on sauve le peuple juif. Et ça fait des tensions. Mais ça, c'est des dimensions qui sont structurelles. Alors là, maintenant, on voit qu'ils ont une conscience identitaire forte. Ils sont descendus hébreux, ils sont sortis hébreux. Ouais, moi, j'avais un oncle, un grand-oncle, le frère de mon grand-père Zizek, moi chez Zizek. Il était dans le groupe Stern. Non. Bon, ouais, ben, je t'ai déjà raconté ça. Oui, il a fait de la tôle, il a mis des bombes et tout. Parce que Stern, c'était... Oui, c'est le groupe Stern. En fait, c'est très simple. Quoi? Ben, le groupe Stern, je vais vous expliquer en 2 mots. Mon grand-oncle, il y a des photos très célèbres d'enfants à Auschwitz. Sur la photo la plus célèbre des enfants à Auschwitz, c'est ses 2 fils. C'est des cousins germains de mon père. On les voit en pyjama comme ça. Tes photos, je vous montrerai après le cours. Les photos les plus célèbres d'enfants à Auschwitz, c'est 2 Zizek. C'est les cousins. Parce que qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc mon grand-oncle et sa femme, ils avaient 2 fils. Et l'été 39, ils ont envoyé leurs enfants en vacances chez leurs grands-parents à Lodz. Ils habitaient eux en Allemagne? Non, ils habitaient à Nancy. Ah, ils habitaient à d'accord. Ils habitaient à Nancy ou à Paris. Et ils habitaient en France. Et donc, ils envoient pour les vacances leurs enfants chez les grands-parents en Pologne. Ils sont loupés de date, tu vois. Ils ne sont pas revenus après les vacances. Par contre, quand il y a eu des photos d'enfants à Auschwitz, ils étaient sur les photos. Alors, quoi? Qui? Ah non, ils sont morts là-bas. Oui, d'accord. Non, les gosses, ils sont morts. Et alors, sa femme, ma grande tante, comme ça, moi, je ne l'ai pas connue, mais mon père m'a dit, elle est devenue folle, elle a pété un câble. Et lui, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Mettre des bombes, je mets des bombes. Et alors, il est devenu terroriste, quoi. Il est au groupe Stern. Ça veut dire, c'est dans si tu veux, dans l'Irgun, etc. Il y avait la Haganah. Il y avait la Ghana. Voilà. L'Irgun à droite. Voilà. Non, c'est pas le. Bon, tu dis à quelqu'un de l'Irgun, tu dis que la Ghana, c'était le central, il te fusille. Mais voilà. Avant. Non. Pas des résistants pendant la guerre. Non, c'est après la guerre. Ceux qui avaient bombé le Britannique, là. Non, le King David. Ouais, c'est l'Irgun. Ouais. Ils étaient encore plus groupuscule. Ouais. Beaucoup plus à droite. Et beaucoup plus violent. Okay. Beaucoup plus violent. Et ça veut dire. Pas les Yitzhak Shamir, mais par exemple, il mettait des bombes dans les banques anglaises, dans les ambassades, dans les trucs comme ça. Oui. C'est que le Stern, c'était les seuls qui continuaient à combattre contre les Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les autres avaient dit, bon, quand même, on a besoin d'eux pour le nazis. Le Stern, il dit, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, il n'a rien à faire. Voilà. Donc, alors, non, mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Pourquoi je vous raconte? Non, parce que mon grand-oncle, moi, je l'ai très bien connu. C'est très bien connu. Il était à mon mariage. On voit des photos à mon mariage. Et quand il était. Après, il a eu un cancer, machin. Et moi, je vais aller le voir quand il était à l'hôpital. Il était comme ça. C'était le mec, il leur donnait sa peau pour le peuple juif. Il n'était pas religieux du tout, mais il aurait donné sa vie pour le peuple juif. Il est retourné en France après? Il n'a pas été en Eretz. Non. Mais non, mais il mettait des bombes en France. Voilà, lui, c'était un chaliard, comme Daesh. Il a fait de la prison. Il y a des photos de lui. Il avait. C'est sous antidépresseurs. Non, mais qu'est-ce que je rapporte de cette histoire? Qu'est-ce que je rapporte de cette histoire? Que moi, j'ai bien connu mon oncle, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aurait donné sa vie pour le peuple juif. D'ailleurs, il a risqué sa vie. Mais il n'était pas du tout religieux. Il y a une dimension, si vous voulez, nationale. Il n'a pas être religieux. Comment? Il n'a pas être religieux, là. C'est une question aussi. De quoi? Et puis, est-ce qu'il croyait en Dieu, pour commencer? Bon, regarde, je m'en fous de ces questions. Excuse-moi, mais il y en a, ils ont perdu leurs enfants à Auschwitz, ils ont toujours été religieux. Il y en a qui ont perdu leurs enfants, ils ont fait de chouva. Non, mais il y a quelque chose qui défie la religiosité aussi. C'est une vaste question, mais disons. Regarde, la base, disons, de l'identité juive, c'est d'avoir reçu la Torah au Sinaï. Bon, maintenant, quelqu'un, il s'en fout, quelqu'un, il est contre, ok, ça, c'est son problème. Mais c'est quand même étonnant que quelqu'un, il donne sa vie pour le peuple juif et que pour lui, c'est absent complètement
de croire en Dieu, ouais, si tu veux. C'est un peu paradoxal, puisque, un peu, pour moi, c'est paradoxal. Ah, oui, peut-être. Ouais. Ça fait beaucoup penser à Spinoza qui a très déstructuré la pratique religieuse, mais qui est quand même attaché à je sais pas. Le peuple juif, pas beaucoup. Hein. C'est écrit comme il y a je sais pas, on en parle. Lui, il en parle pas de chez lui, mais il en parle beaucoup, même détachant de la pratique. C'est intéressant. Bon, Spinoza, vaste bande de plaine. Mais dans la tension entre Corban Pessah et Anima. oui, c'est ça, c'est cette dimension. Non, tout ça pour dire, hein, que ici, il y a ce qui veut dire, c'est que ces 4 dimensions définissent l'identité. Ils sont descendus en Égypte avec une certaine identité et ils ont gardé cette identité. C'est ce qu'on voit à la page Kouf Samer. Et je reprends. Ces 4 choses, ils sont restés sur le sujet initial, n'ont pas changé. Zekemo, Shachole, Shuchole, Imaya, Mishtane, Tivo, Legamre, Becholio, Loaya, Efshar, Sheye, Choser, El Brioto, She'enlo, Atrala, Shebo, Yashuv, El Brioto. Il dit un malade. On va prendre une parabole d'un malade qui est malade. S'il change sa nature complètement par sa maladie, c'est impossible qu'il revienne à sa bonne santé. Parce que la base, s'il n'y a pas la base, il ne peut pas revenir à son socle. Mais il y a dans un malade une base naturelle qui reste. Et cette nature, marzir auto les briouto, cette nature le ramène à sa bonne santé. C'est un sujet très, très vaste. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Ouais, c'est très intéressant. Le car, Amar, Ilou loaya nishal Israël, Shema ma'atzmi. Si les Juifs ne gardent, regardez, même par exemple, nous, par exemple, moi je vois, c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. Par exemple, moi j'ai été élevé dans une famille pas du tout religieuse, hein, ashkénaze polonais, puisque pas du tout religieuse. Mais j'ai toujours su, même s'ils m'ont appelé Gérard, machin, j'ai demandé à mes parents pourquoi ils m'ont appelé Gérard. Ma mère m'a dit en l'honneur de Gérard de Nerval. Quoi? Un grand poète français du 19e siècle. Il faut le faire. Alors, ouais, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai toujours su que je m'appelais Abraham. Toujours. J'ai toujours su que j'avais un prénom hébreu. C'est quand même marrant. C'est étonnant, c'est intéressant. Moi, je pense que je ne suis pas le seul. Même tu as une fille, elle s'appelle Vanessa, ouais, mais elle sait quand même qu'elle s'appelle Sarah ou je ne sais pas quoi. C'est impressionnant quand même. Hein, c'est à remarquer. Alors, Théophile Gauthier. Théophile. Non, mais il y en a des qui s'appellent Théo. Pourquoi Théophile? Hein? Ah oui. Il y a Théo, c'est pas. Non, tu le demandes, c'est Théophile. Ah ouais. Allez, on continue. Alors, non, regardez, il y a. Voilà. Il y a un truc qui reste. Voilà. Il y a une identité première. S'il n'y a pas, ça a l'air de rien. Tu vois, ça a l'air de rien. Mais il y a une identité. C'est comme, par exemple, le Mesher Chochma, il dit que lorsque Yaakov Avinu, il dit à Yosef, je te demande une chose, que tu ramènes mon corps à Hebron, enterré à Marat Marpella. Il explique le Mesher Chochma, Mir Simcha de Dvinsk, il dit que ça, c'est une vision sur toutes les générations. De savoir que même si, il dit,
même si on est à Berlin, comme ça il a écrit en 1920, même si on est à Berlin, savoir que nos patriarches sont enterrés à Hébron, ça te fait savoir quelque part que c'est pas ta patrie Berlin, que Berlin c'est pas Jérusalem. Comme ça, il dit explicitement dans le. Tu crois que Berlin c'est Jérusalem, eh ben tu sais que les fondateurs de ton peuple, ils sont pas de Berlin. Comme ça, il dit explicite. C'est une vision. C'est une vision. Voilà, ouais, il faut une base. Il faut une base. On ne peut pas créer ex nihilo. Voilà. Alors, on continue. Ne pas dire du mal les uns des autres. Le Karamar, Ilou Loya Nishal Israël Shema Matzmi, le Shona Matzmi, leur langue, Shadavar Shuatzmi, Laem Loya. Donc il y a le secret, c'est-à-dire de dévoiler un secret, c'est-à-dire d'être transparent, pour reprendre l'expression, hein, transparent par rapport au Goïm, donc tu n'as plus d'identité. Le Kar Zachua Chachamim qui Bezrut Arba Dvarim Enu Nekutza, qui Me'acha Shayu Omdim Betom Israël. Ils étaient à l'intérieur d'Égypte. L'eau qui est moi galouyot chez Mata, pas comme les exils d'aujourd'hui. Chez Israël, que van a sous les âmes, cacher la crame à Bar et lave. C'est-à-dire, oui, alors c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que là, ils n'étaient encore pas un peuple. Ils étaient une famille. Ils sont descendus à 70. 70, ce n'est pas un peuple. Donc, ils n'étaient pas un peuple, mais ils ont gardé cette conscience qui n'a pas disparu. C'était possible alors de régénérer cela. Mais maintenant, comme Akadosh Baruch Hu nous a, en sortant d'Égypte, créé le Ham Israël, alors c'est maintenant la réalité d'Israël, parce que le concept de Ham Israël existe en tant que tel. À la limite, même si quelqu'un s'assimile, il pourrait à la limite revenir. Mais parce que le concept d'Am Israël existe. Il existe. Une question très belle. Oui. Mais la page précédente, quand ils disent qu'un seul a un père égyptien, il y avait des mères égyptiennes. Par contre, j'ai l'impression qu'en soi, les familles, les 12 frères ont pris des femmes parmi les autres nations. Ah, c'est une grande question. Très grande question. Alors, on ne l'a pas abordé ensemble, mais c'est abordé dans le Sefer Bereshit, qui étaient les femmes des 12 tribus. Alors, il y a deux thèses. Une thèse dit que c'était des Cananéens. Et une thèse que... alors, cette thèse, ce que je vais dire, elle dépasse mon entendement. Il en faut peu pour dépasser mon entendement, que lorsque ils sont nés avec une jumelle. Je crois que ce n'est pas que chacun a épousé sa sœur jumelle. Ils ont fait des unions croisées. Ah oui. Oui, j'ai vu ça. Hein. Oui, ça reste leur sœur, mais non, Réhouven a épousé la sœur jumelle de Gad. Oui. D'accord. Ok. Bon, ça change rien. Voilà. Bon. Il y a eu 2 fois 12 enfants. Je n'ai pas creusé la question. C'est une question qui est abordée. Dans la mesure où Sarah, Rivka et Rachel et Hélène et d'autres peuples à la base. Non. Puisque c'est Laban, d'accord. Non, oui, mais Laban, c'est le tonton. Oui, et ben, c'est. Non, c'est Sarah, c'est la sœur de Lot, c'est la nièce d'Abraham. Ouais, c'est la fille de Haran. La fille d'Haran, enfin, d'après la tradition orale, dans le texte, c'est pas écrit comme ça. D'ailleurs, à un moment, il dit c'est ma sœur. Ouais. Oui. Moi, en vérité, c'est pas. Oui, mais je ne t'ai pas menti, en vérité. C'est la fille de mon frère. Voilà. Ah voilà, sabotage. Alors, on y va. Oui, c'est économie d'électricité. On y va.
on continue. Il faut que tout vient du père d'Abraham. Comment? Quoi? Tout vient du père d'Abraham, du coup. Ouais, donc là, il y a un côté ethnique. Hein. Et après, cette question, parce qu'il y a un avis qui dit quand même qu'ils ont épousé des Cananéennes. Hein. Bon, ok, on continue. Pas l'exil d'aujourd'hui, que maintenant chez Israël, parce que Israël est déjà un peu quand Dieu les a pris. Donc tu vois ici, la dimension véritablement nationale d'Israël, c'est Dieu les a pris. C'est ce que nous avons vu dans des séances précédentes, que même la traversée de la mer Rouge a donné une dimension inédite de peuple, telle que d'autres peuples savent s'associer au peuple d'Israël. Hein, on l'a vu ensemble, avec Yétro. Vélo itachen veyevcha chez Israël chibour el haumot. Il dit ce n'est pas concevable et c'est impossible qu'Israël ait une union avec les nations. Bevadaï, Emroim la Géoula. Donc là, il y a une base structurelle où quelque part, ils ont une identité. Aval bemitzraïm, Shadaim lo hayu Israël le'am. Ah oui, alors ce qui veut dire que maintenant on est un peuple, donc étant donné que ce peuple existe, c'est impossible qu'on soit unis avec les nations. Voilà. Je n'ai pas bien compris la syntaxe ici, excusez-moi. Je reprends. Hein. On bosse un petit peu, s'il vous plaît. Qui me'achar shayu omdim betom Mitzrayim. Étant donné que c'était à l'intérieur de l'Égypte, l'eau et moi galouyot, pas comme les exils, comme maintenant, que Israël est déjà un peu comme Dieu les a pris. Il y a un bug. Non, c'est pas qu'elle est, il y a un bug. Elle est handicapée, la phrase là. Une seconde. En bas, il y a le Gevurot Hashem, Hartmann, je vais. Non, il n'y a pas. Ok. Il y a dans l'autre Sarah Chochma. Je ne comprends pas cette phrase. Bon, continuons. Aval Bemitzraïm, mais en Égypte, Shadaï Loayou Israël Léam, ils n'étaient encore pas un peuple. Charé Loayou Léam, Hach Yetsu, comme il dit, Vitaimli Léam, vous serez pour moi un peuple, et pas avant. Im Loayou Israël Shomrim Atzmam, chez Loyagia Laem Shinui Beatzmam, que va Loya Laem Atrala. Oui, c'est-à-dire qu'il faut un départ. Ce départ, s'il est branlant, il ne peut pas se construire. Kikova Kiblu, Shinui Batsma, Venifsad, Inyanam, Nishtanu Ligamre, Venlaim Geoula. Avad Bishvil Shayu Shomrim Atzma, mais le fait qu'il se préservait, qu'il n'y avait pas un changement quelque part, ils ont mérité la délivrance. Revenir à l'état initial. Mais il va le développer. Kacher Tamik Benyan Azé et Tev. Si tu approfondis ce sujet bien, Timsa, tu vas trouver. Kikol Daled Varim Elu Emorim Alkol Advarim Asher Shayarim Le Adam. Si tu approfondis, tu vois que ces quatre choses enseignent sur les quatre dimensions qui représentent l'humain. Veras Timsa Davarze Al Burio Valamitato, tu vas trouver la chose clairement dans sa véracité. Kelu Arba Dvarim Morim Alkol Chelke Adam, Shomed Beli Shinui, Velo Aya Yotse Mesidro. Que ces quatre parties de l'humain dans lesquelles il se tient sans changement et qui ne sort pas de sa structure.
Parce qu'il y a une structure et ils ne sortent pas de cette structure. Ils étaient aptes à sortir. Zé, Kirelke Adam, M, Agouf, Vanefesh, M, Shne Chelke Adam. Tu as le corps et le Nefesh, l'âme, qui sont les deux parties de l'homme. Vetsema Enoshit, Shechala, Shne Achalakim Beyachad, Kashem Nikrim Beyachad, Shezeu Davar Bifnatzmu. Ma Shadam Mityaches, Eluma Myuchadet, Zeu Inyan Revi'i. Nochan Mol. Non, j'essaie de reprendre. Il y a deux composantes dans l'homme, le corps et l'âme. C'est les deux parties de l'homme. Maintenant, tu as l'identité humaine qui prend sur ces deux parties. C'est-à-dire, tu as le corps, tu as l'âme, ce sont deux composantes. Ces deux composantes s'unissent et deviennent une entité qui est l'humain. Donc c'est une troisième chose. Et maintenant, tu as une identité de peuple qui est une quatrième chose. On va voir, c'est ce qu'il dit. Mashadam itares eluma miuchedet, ce que l'humain participe d'une nation, c'est une quatrième chose. Oui, normalement. Tu as 4 dimensions. Tu as le corps, tu as l'âme. Ce sont 2 dimensions. Maintenant, le corps et l'âme s'unissent et deviennent une entité qui n'est pas cette entité seulement l'union de corps et l'âme. C'est l'union de corps et l'âme, c'est une troisième chose qui prend, c'est l'identité humaine. Mais cette identité humaine ne se définit pas qu'en tant que telle, elle se définit aussi à l'intérieur d'une nation. Ça, c'est très intéressant. Et moi, c'est toujours comment dire, une énigme pour moi, la dimension ethnique. C'est vrai que le français bien pensant dit non, mais il n'y a pas d'ethnie, on est tous pareils. C'est dans, comment dire, dans la déclaration des droits de l'homme. On est tous, tous égaux. Comment ? C'est pas une nation ethnique. Voilà. Du coup, c'est normal que. Il n'y a plus beaucoup de nations. Non, mais d'accord. Mais par exemple, tu as un rendez-vous à la banque, ouais. Mon épouse, elle me dit, le mec à la banque, comment il était? Elle dit, ouais, c'est un Chinois. Ouais. Pourquoi je dis c'est un Chinois? Je peux dire, c'est un Français. Non, mais ça veut dire, il y a bien. Non, ça veut dire, quand je dis ça, non. Comment? Non. Non, mais c'est prégnant. Ou alors, c'est un Ukrainien, ou que sais-je, un Mexicain. J'ai un peu parlé avec lui, c'est un Mexicain. Ouais. Mais tu t'en fous, je veux dire. Eh ben non. Il y a qu'on veuille, qu'on ne le veuille pas, je m'en fous, moi. Comment? Il y a une notion de peuple qui se transforme. Il y a une dimension de peuple. Voilà. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne, ils ont des chaperons, vive les Bretons. Comment? C'est toujours géographique. Voilà, c'est géographique. Oui, on est d'origine géographique. La diaspora, c'est que. C'est géographique aussi. Oui. On a une image de l'américain. Il y a une culture américaine. C'est un peuple qui s'est créé il y a 400 ans. Ouais, tu as des Suédois, tu as des Irlandais, tu as des Latinos, tu as des trucs. Les Latinos, il y a des ethnies. Comment? Les Latinos, les Noirs. Mais il y a quand même
On parler de peuple américain. Je sais pas, il se pose la question là, avec les latinos, les panneaux en espagnol, en Californie et tout. Là. C'est comme en France, il y a des Corses. Il y a une identité latino qui est très très bien. Bon, mais il y a une dimension. Non, regardez, on a un peu échangé là pour essayer de sentir un peu le problème. Mais il dit, regardez, ce serait intéressant. Il y a quatre dimensions. Quatre dimensions de l'humain. D'ailleurs, on dit que Bilam, on l'appelle Bélo-Am. En vérité, Bilam, les sages disent que c'est un fils de Lavan. Donc, c'est un Bilam, c'est un frère de Rachel et Léa. Bah oui, évidemment, c'est la Gemara dans 11e chapitre de 11e chapitre de Sanhedrin, de Chelek. Voilà. Donc, ça veut dire c'est un cousin. Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau spirituel? Ça veut dire que Bilam, j'ai écrit un texte qui se trouve sur le site là-dessus, dans Parashat Balak. C'est Bilam Bélo-Am, sans peuple. C'est un juif sans peuple. Non, tu vois, par exemple, tu as parlé de Spinoza. Spinoza, c'est l'exemple même du juif qui, à un moment, il devient tellement intellectuel, il sort de son identité nationale. Il y en a eu plein comme ça. Tu sais, qu'est-ce que j'ai vu, moi, qui m'a traumatisé? Toi, tu aimes bien les trucs un peu traumatisants. Vous savez, il y avait un très, 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 très grand violoniste, c'est Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin. Or, il y a, je ne sais pas, X années, il y a eu un documentaire de Yehudi Menuhin où il était très anti-juif, quoi. Ouais, il était vraiment comme ça. Oui, moi, je suis un homme du monde, je ne fais pas partie d'un peuple, etc. Voilà, comme beaucoup. Hein. Et je savais depuis longtemps que Yehudi Menuhin descendait d'une très grande famille rabbinique, de rabbi chassidique. Et pour une raison, pour une autre, je ne sais pas quoi, j'ai cherché. Et sa mère, c'est une arrière-petite-fille du Tzemar Tzedek. En réalité, c'est un descendant du Balatania. Si, tu peux regarder sur Wikipédia. Si, c'est sûr que oui, c'est sûr. C'est un descendant. Non, ça veut dire sa mère, arrière-petite-fille du Tzemar Tzedek. Ça veut dire, c'est dingue. Je savais ça, que c'était un descendant d'un grand rabbi. Mais je ne savais pas lequel. Et j'ai cherché là récemment. C'est arrière-petit-fils du Tzemar Tzedek, arrière-petit-fils du Balatania. Mais c'était un violoniste incroyable. Non, je crois parce que j'ai écouté son concerto de Bach pour violon, mais écoute ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Personne n'a joué aussi bien le concerto pour violon de Bach que Yehudi Menuhin. Et là, j'ai regardé. Mais tout ça pour dire que lui, il refusait son identité juive. Souvent, ça arrive. Des gens qui arrivent à un niveau, tu vois, de trucs, ouais, non, moi, ça ne me concerne pas. Et ça, en réalité, ça, c'est Bilam. Bélo-Am. C'est Bélo-Am. Et pour les Rachamim, c'est une perversion. Parce qu'on fait partie d'un peuple. On fait partie d'un peuple. Et ça, le Maharal ici va le structurer. C'est quelque chose qui est fondamental de l'humain de faire partie d'un peuple. Alors, qu'est-ce qu'on en fait, etc., c'est encore autre chose. Il dit il y a 4 dimensions dans l'humain. Ok. Alors, je reprends. Parce qu'il s'appelle Yehudi, le monsieur. Oui, alors, et justement, non, tu sais pourquoi il s'appelle Yehudi? Dans sa mère, il a dit pour qu'il n'oublie jamais qu'il est juif. Pour ça, elle l'a appelé Yehudi. Elle savait déjà. Elle l'a appelé, en vérité, ce n'est pas Menuhin, c'est Menuhin.
Bon, après, sa mère l'a appelé Yehudi pour qu'il n'oublie jamais qu'il est juif. Donc, je te promets. Et tu sais comment elle s'appelle, sa sœur qui était très célèbre, c'est une pianiste très célèbre, Revtsiba. Non, mais c'est parce que son père était prof d'hébreu. Alors, on y va. On y va. Zekikol Chelke Adam. Alors, on reprend parce que là je dirais, il commence. Jusque-là, c'était un peu des généralités. Maintenant, il rentre dans le sujet. Toujours, c'est comme ça. Hein. Toujours, le Maral, il nous mène un peu en bateau, il nous dit un peu des généralités. Et après, il sort ses munitions. Adam aime Agouv Nefesh, deux parties de l'homme, le corps et l'âme. Mais l'identité humaine qui prend sur l'union des deux, c'est une troisième chose. Est-ce que l'homme est lié à un peuple spécifique? C'est une quatrième dimension de l'humain. Ça fait partie de l'humain. Voilà. C'est constitutif. C'est constitutif de l'humain. Celui qui dit je viens du monde, machin, il y a une dimension que l'homme fait partie d'un peuple. C'est profond, on va voir. Qui en inyan a Adam zuladze sheshbo chalakav. Tu n'as pas une dimension, un sujet de l'homme, si ce n'est cette dimension-là. C'est deux parties, le corps et l'âme. L'identité humaine qui existe par l'union de ces deux notions, le corps et l'âme. Tu as du parpaing, ouais, des planches, des briques, ok, mais tu as une identité qui s'appelle la maison. Voilà, les composantes, mais les composantes, le tout transcende les composants. C'est juste l'addition des composants. Voilà, c'est pas seulement l'union des composants. Voilà. Alors, c'est la troisième chose. Alors, par rapport à ça, première chose, il n'était pas dévergondé. Parce que la dimension d'Arayot, c'est un laisser-aller du corps. C'est que le fait de s'unir à ce qui ne te convient pas, c'est ça l'Arayot. Donc, c'est dimension une tenue du corps. Car Arayot, les interdits sexuels, c'est l'union charnelle de ce qui ne te convient pas. Magid Decha, qui lo haya yotse agouf mina seder amugbal. C'est-à-dire que que quelqu'un s'unisse avec quelqu'un il est légitime de s'unir, c'est très très bien. Mais s'il s'unit avec quelqu'un qui n'est pas légitime de s'unir, donc là, le corps, il perd de sa structure. Voilà. Maintenant, ce qu'il ne disait pas de la médisance, ou alors dévoilez pas les secrets, Zéchayar la nefesh. Ça, c'est la dimension du nefesh, de l'âme, qui a dit Shayar la nefesh. Parce que la parole, c'est le souffle qui est à l'intérieur de l'humain, c'est l'intellect. Shola yotse les traber et zulatam minam umot. Il est quand même sod Israël, shayaze yetzia la nefesh zeu chelek sheni. Qu'il ne sortait pas pour s'unir aux nations, pour leur dévoiler le secret d'Israël, le secret au niveau de la parole. Maintenant, Shelo Shinu et Shema, mais Shelo et Loshonam. Maintenant, ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leur langue. Pirouche. Qu'Israël est Nivdalim Mikol Haumot. Israël est séparé des nations.
Ve'evdel ze beshne panim. Il y a deux dimensions. Evdel ha'echad bedavar shu le prati, danu le kol echad ve'echad, yesh bahem evdel minuma acheret. Shav shekulam ben adam, alo amru, atem kroim adam, kemo shilber davar ze. Kemo ken ma sheu shayar eluma beklala, lo elam prati, yesh bahem evdel gam ken meuma acheret. Ah, vous avez compris qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a deux dimensions. Séparation au niveau individuel, au niveau collectif. Voilà, séparation individuelle, c'est le nom individuel. Toi, tu t'appelles Tartampion, donc c'est ton nom. Ça, c'est au niveau de la séparation par rapport aux nations, c'est au niveau de ton nom. Voilà. Et la langue, c'est une dimension de collectivité. C'est la langue, c'est à moins, il y a un fou, il a inventé une langue pour lui tout seul. D'accord. Ça peut se trouver dans les hôpitaux. Mais il parle une langue qui s'est inventée. Voilà. Il n'y a que lui qui la comprend. Maintenant, à part ça, la langue, c'est quelque chose qui est partagé et qui est une identité d'une collectivité. Donc là, il y a une séparation, une différence. Mais Shama, Shelo Shinu et Shemam, qui Hachem aurait à la dame pratique. Le nom exprime l'identité de l'individu. Velo Shinu Shemam, les carrés, Beshemot Hachem Karu Amitzrim, et que la manière d'appeler son nom n'est pas la manière d'appeler l'Égyptien. Davarze Moré, qui Machem Nivdal, Mesharumot, Bedavar Shushayar, la dame pratique. Donc là, quand il a dit, il y a l'identité de l'homme. L'identité de l'homme, c'est son nom. C'est son nom. Donc là, tu as les composants, mais tu t'appelles, voilà, Alken Kereshemo Israël, Tartampion. Voilà. Tu as son nom, c'est son identité en tant qu'individu. Mais la langue, c'est l'insertion dans une collectivité. Satsoum, hein? Comment il fait pour structurer les choses comme ça? Il précise quand même qu'individuellement, il s'inscrit dans un peuple. Comment? Il précise quand même qu'individuellement, il se distingue des autres peuples. Des autres peuples, voilà. Individuellement, se distingue des autres peuples. Par un nom qui est spécifique, voilà. Qui n'est pas le même nom d'Égyptien. La langue, c'est la différence des autres nations. Les klalouma par une nation. La langue, c'est une dimension nationale. Gamzelo shinu. Klala principe général. Qui mash Israël nivdalim. Bedavar shushaya lekol echad ve'echad lo ayu meshanim. Que Israël était séparé dans tout ce qui est lié à chacun ne changeait pas. Et la séparation en tant qu'ils sont nation, qui est une safek, qui est dvarim, les klaluma. Il y a une dimension qui transcende l'individu, qui est l'insertion dans une collectivité. Et même ça, il ne changeait pas. Kacher lo shenu arba dvarim elu. Quand il ne changeait pas ces quatre choses, Shem koladvarim asher imayu meshanim meotzim minyanam rishan. Si une de ces quatre choses, ils avaient changé, eh ben, ça aurait été une déstructuration de la base de ce noyau qui va donner un peuple. Donc, ça n'aurait été pas possible qu'ils sortent, puisqu'ils auraient été atomisés dans l'Égypte. Aval loaya zebaem le kar raou shigalou yavu l'enyad rishon qui metrila bnei chorim ayu belo shiabud. Au départ, ils sont arrivés en Égypte non asservis. Raou shayu chozrim liot belo shibud. Oui, ça c'est un grand thème qu'il développe au début de Netzar Israël, que Israël soit exilé, asservi par les nations. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Donc, c'est légitime. Ce qu'il dit, ce qui est une anomalie ne peut pas être constant. Une anomalie, si elle devient constante, ce n'est pas une anomalie.
L'anomalie, c'est quelque chose de conjoncturel. Donc, il commence le livre Netzar Israël. Donc ça, c'est le fait que nous sommes un peuple et que nous soyons à la merci des nations et que nous continuons à être un peuple. Or, être un peuple à la merci des nations en gardant notre identité de peuple, ça veut dire qu'être à merci, c'est conjoncturel. Donc, c'est un comment dire, c'est un espoir de la Géoula. C'est ce qu'il dit ici, de la même manière qu'ils sont arrivés en Égypte, ils n'étaient pas asservis. Après, il y a eu l'asservissement. Étant donné que leur structure fondamentale, ils l'ont gardée, donc il est légitime qu'ils sortent à la liberté. Puisque le conjoncturel ne peut pas être constant. S'il est conjoncturel, s'il est constant, c'est plus du conjoncturel. Kacher Tavid Divrei Chochma, si tu comprends les choses de connaissance. Kelu arba dvarim kenegdam ba'im arba leshonot shel Geoula. Il dit par rapport à ces. Voilà, donc c'est bientôt Pessar, hein, les copains, là. C'est Louis. Un bon mot. Ben voilà. Entre Alors, le troisième et le quatrième vers, là, bien, En fait. tu sors les 4 éléments. Exactement. Gouf, Nefesh, l'unification qui fait un élément. attends, mais chez vous, vous le faites roumain ou marocain? Oh, depuis ça, je connais. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Et après, Ta maman, elle laisse faire. Elle n'a pas le choix. Mais attention, il faut les mettre dans le bon ordre, parce que sinon c'est pas comme le sorcier. Du café on fait ça. C'est quelqu'un des pétards, Bon, dis-moi, tu nous amènes de Chumash à la star. Il donne des jeunes. Ça va, les territoires, là? Ça va, Très Antoine? bien, très bien. Ouais, ça va, ça va. On essaye de suivre. C'est fou quand même cette. Je sais pas, j'ai l'impression que de dire ces 4 dimensions, c'est à chaque fois on rappelle une sorte de dialogue, non? Ça veut dire il y a 2 dimensions à la base. Il y a le corps et l'âme qui doivent dialoguer pour former une dimension autre. Et cette dimension-là, elle-même, elle doit s'inscrire dans un rapport à l'autre, qui va s'appeler le collectif. Ouais. Chaque fois, on vient mettre au centre de ce qu'est l'homme, la parole qui s'échange, quoi. Voilà, puisque la dimension de l'humain en tant qu'humain, non, la shonara, c'est le nefesh. Voilà. Et ensuite, il y a 2 dimensions. Il y a le nom. Voilà. Et il y a la langue. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Non, j'étais surpris de voir que dans chaque structure, on retrouve une sorte de dialogue qui amène à quelque chose de plus. C'est-à-dire, le dialogue du corps et de l'âme, ça amène la dimension de l'homme. L'homme qui s'inscrit dans un rapport à l'autre, ça amène une dimension qu'on va appeler le peuple et qui semble nécessaire. Parce que c'est surprenant, on aurait pu se dire, Dieu, il parle à des hommes, c'est pas vraiment. Quelle importance qu'il parle à un peuple. Hein, c'est structurel dans l'humain. Oui, c'est structurel dans l'humain. Structurel dans Nécessité de ce l'humain. regroupement collectif. Sinon, tu passes à côté de. C'est incroyable, hein? C'est un chidouche, ça. Ouais. C'est Chidouche. un animal social, même dans la Torah. C'est fou. Alors, on prend le début de Parashat Vaera. Juste pendant qu'on a il y a un truc qu'on a toujours interpellé. On dit que c'est Moshe Rabbeinu qui a donné aussi au Béni Israël les horaires de repas. On voit à travers la manne qui dit le matin, est-ce que je leur donnerai du pain pour se rassasier et le soir de la viande pour manger? Oui. On apprend de là, je crois, que même en Égypte, ils étaient comme ça à picorer n'importe comment. C'est-à-dire que le passage de noyau à peuple, c'est aussi au niveau humain. On s'est structuré. En tant qu'humain, tu veux dire. Il n'y avait même pas les horaires de repas. Ah oui, d'accord. C'est connu, ça. Non, je n'ai jamais entendu ça. D'accord. OK. On était là à picorer n'importe comment, parce qu'on n'était pas dans notre temps non plus. D'accord.
Alors, Parashat Vaïra, au début, il y a les 4 leshonot chez le Géoula. Page 341. Donc, la reine, verset Vav, page 340, la reine est morte, les bénis Israël, c'est pour ça dit aux enfants d'Israël, Ani Hashem, votre septième itaratzivlot Mitzraïm, je vous sortirai de sous les labeurs de l'Égypte, Mitzalti etrem avodatam, je vous sauverai de leurs travaux, et Galti etrem bizroa netuya beshvatim gedolim, et je vous libérerai avec un bras étendu et des grands jugements. Quatrième, la quartier etrem les lames, je vous prendrai pour moi comme peuple. On le sent là, hein, on le sent venir. Hein, voilà, on le sent venir. Alors, voilà. Kacher tavin livré chokma, si tu comprends les choses de chokma, qui est l'ouarba varim, ces 4 choses correspondent au 4 langage de la délivrance. Kacher ayou meshubadim be'Israïm, ayou meshubadim bechol chelkehem, c'est-à-dire ces 4 dimensions, ils étaient asservis. Keneged otsad shiabud gufam, la sortie de l'asservissement du corps, Omer, Otseti etrem itarat sivlot mitzraim, je vous sauverai, je vous sortirai des labeurs d'Égypte. Car Sevel, le labeur, c'est le corps, quand on met sur lui un fardeau. Le fikar amar mitarat sivlot mitzraim. Le Zari Yadoua, c'est connu que le corps porte un fardeau. Le fikar chamor, shubal chomer, nosé massa gadol. L'âne, la matérialité, eh ben, il porte un gros fardeau. Rob avoda et notolé begoufra, mais ça c'est le massa. Mais le travail, c'est plutôt au nefesh. Le travail. Comment? Le travail. Comment? La charge mentale, voilà. L'énergie. Voilà, ouais. Ça, tu mets ta réflexion. Ouais, voilà, tu travailles à la banque. Ouais, et ben, tu mets là, c'est de tertiaire. C'est pas que tu portes des fardeaux, mais comme dit tonton Marx, tu vends ta force de travail. Quelle force de travail? Bah, ta réflexion, ton travail. Voilà, ça c'est le nefesh. C'est l'avoda, c'est le travail. La majorité du travail, c'est pas le corps, c'est le nefesh. Je vous ai sorti de leur avoda, de leur travail. C'est Atsoum. Hein. C'est vraiment Atsoum. Hatsalama, Raoui avoda, Ribouy avoda, Sheloaya, Manoa le nefesh. Parce qu'il y avait trop de travail. L'âme n'était pas tranquille. Le mouvement, ça c'est le nefesh. C'est l'énergie, ce que tu dis, Emmanuel. Maintenant, la structure de l'humain, qui colle et tsem obed beatzmo. Vimloken ou bemikre, shenamikre omed beatzmo, batsura ou raoui lamod beatzmo. Kasher ayu omdi bershut acheri balu omdi beatzmam. Aya bitul suratam shalem ale more Hashem atzmi. כבר התברר מזה, גם כן אם מעלה אצל השם אלוקי אבותיכם שרתי לכם, לפיכך הזכיר שם המיוחד לפי שם העצם הם נגלים ושין שם העצם נשמר. ומצד שם העצם ראו הגאולה. Bon, là, il fait un grand développement sur la troisième dimension. La troisième dimension, Vegalti etrem bizroa netua beshvatim gedolim. Alors, la Géoula, c'est-à-dire quand quelqu'un est soumis à l'autre, c'est-à-dire c'est son identité est soumise à un autre, ce n'est pas son travail, c'est son identité est soumise.
Alors là, il dit, c'est la Géoula, c'est sortir à la liberté. C'est quand, si vous voulez, on va essayer aussi de dialoguer pour essayer de cerner un peu ce dont il parle. Comme par exemple, vous voyez, quand les enfants d'Israël, on est un peuple. Mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le fait qu'il y ait la création d'un État juif, ça a changé dans la perception juive énormément. On n'a pas connu ça, puisqu'on est né après. Oui. Mais des gens qui ont vécu avant, pendant et après, ils me disent que être juif, mais qu'on n'ait pas une entité nationale effective, fait qu'il y a un abaissement, un abaissé. Pas un asservissement, un abaissement. Oui, c'est un asservissement, pas un asservissement physique. Oui. Pas physique, parce que là, il a déjà dit avant. C'est la troisième dimension. Oui, mais ça marche sur la quatrième. Non, là, non, je ne sais pas, j'essaie de voir là, parce qu'il dit, la troisième dimension, regarde, ce qu'on appelle, c'est comment dire, voilà. L'essence de voilà. l'essence de l'homme. C'est quoi ça peut dire? Et là, c'est l'égalité. C'est-à-dire qu'on a été délivré au niveau de ce qu'était notre essence. L'essence, quand l'essence est sous. Tu vois, par exemple, tu as quelqu'un. Par exemple, quand il y avait l'esclavage, il y a des esclaves. On leur demande de faire des trous dans la terre, de labourer, de faire. Tu me construis un mur, voilà. Ça, c'est le corps. Maintenant, tu avais, par exemple, je crois que Sénèque, le philosophe romain, je crois qu'il a été un temps, il était esclave, je ne sais pas quoi. C'est Diogène. Ouais. Par exemple, tu pouvais avoir un philosophe qui était pris à la guerre, il reste philosophe, mais il est esclave. Il est philosophe, mais il est esclave. Mais il est sous l'autorité d'un autre, tu vois. Même si à la limite on lui dit continue ton travail, on a besoin de toi. Mais il est sous l'autorité d'un autre. Il n'est pas autonome. Il n'a pas d'autonomie. Ce n'est pas l'autonomie nationale, c'est encore autre chose. Il n'a pas d'autonomie. Eh bien ça, c'est sortir de ça, c'est la Géoula. Sortir de la soumission à un autre. Ce n'est pas un travail. À la limite, fais ce que tu veux. Mais tu es sous l'autorité d'un autre. Tu n'es pas... T'es pas libre. Voilà. Plus psychologique à la limite qu'une notion de hiérarchie de travail. Voilà, c'est pas une question de travail. C'est pas autonome. C'est non-autonomie. C'est non-autonomie, ça c'est sur l'identité humaine. Ça c'est la troisième dimension. Quand ils étaient sous l'autorité des autres, ils n'étaient pas autonomes. Donc, leur identité, leur structure est annulée. Ça s'exprime, c'est le nom. Le nom, c'est l'identité. Avoir un nom qui ne correspond pas à ce que tu es, c'est un esclavage. Mais on ne te demande pas de travailler. On te donne un nom qui ne correspond pas à ce que tu es, c'est un esclavage. D'ailleurs, c'est la gravité de donner un sobriquet à un autre, par exemple. Okay. Ouais. C'est ce qu'il dit. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'a envoyé à vous. C'est quoi? Le nom spécifique, c'est cela qui va sortir à la Géoula. Oui, parce que ça, c'est l'identité.
le nom, on l'a étudié et je l'ai beaucoup développé dans Le Monde commence, hein, Manu, on a fait ça ensemble, que le nom, le nom, c'est l'identité. Tu pourrais dire, j'appelle quelqu'un et dit, ah, le rouquin, le rouquin. Ouais. Les Chachamim, il n'est pas rouquin, il est pas rouquin, il est lui-même. Et l'appeler le rouquin, c'est tu attentes à son essence, son essence. Le nom, c'est l'essence de la réalité de la chose. Pourquoi Dieu, traditionnel, on dit le nom, le Shem, le nom, parce que c'est l'identité. Ça, c'est la troisième chose. Keneged Arvi, maintenant, la quartier est trim les l'homme. Je vous ai pris comme peuple, vous voyez, c'est Atsoum. Et je vous ai pris comme peuple. Là, vraiment, il est dans les coulisses des versets, le Maral. Hein. Nous, on lit les versets, mais il est dans les coulisses. Il a demandé à Dieu, dis-moi, tu peux m'expliquer ton truc? Explique-moi un peu ce que tu as voulu dire. La reine Teda Kinyan Zebaro Pashut, Kol Mish Yeshbo Chochma, ce qui est un peu de Chochma, Yeda Lavin d'Ivre Chochma, Veda Shelvre Melou Dvarim Bruchim, il comprendra que ça, c'est très, très, très précis. Donc là, s'il a fait un morceau de bravoure, hein, morceau de bravoure. Ok, allez, on s'arrête là. Ça va les copains? Wesh? Yes. Allez, à Guitonart. Ah, il a bien déchiré. Bonne soirée. Merci, Rav. Bonne soirée à tout le monde. Salut, à Guitonart.